Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les titres de cette édition. Une stratégie de développement pour amener le VA au JO. La Fédération tahitienne et la communauté de communes Terehe Amanu s'unissent dans un programme de cohésion sociale. Le défi d'une agriculture urbaine et durable à Singapour. Comme nous, ce pays manque de surface agricole. Il innove en créant des parcs agrotechnologiques. Vous le verrez. Marathon, crossfit, surf, kayak, taekwondo et tennis. C'est le menu de notre traditionnel journal des sports en deuxième partie de journal. La Fédération polynésienne de VA et la communauté de communes Terehe Amanu s'unissent pour développer dans le sud de Tahiti un programme de cohésion sociale par le sport pour la paix. Une valeur olympienne qui doit permettre au VA d'intégrer un jour le programme des Jeux Olympiques. Ce projet ambitieux prévoit de s'appuyer sur un réseau de contacts de conquérir et de le continent africain, à commencer par le Maroc. C'est un dossier de la rédaction. Il est signé Esther Cuneo. Une pirogue rouge sur des vagues bleues, auréolée de rayons de soleil. C'est autour du Va'a, symbole emblématique du Fénois, que la Comcom Terehe Amanu et la Fédération tahitienne de Va'a veulent s'appuyer pour recréer de la cohésion sociale. Le symbole Maui aujourd'hui, c'est véritablement le Va, qu'on retrouve sur notre emblème et qu'on retrouve dans les mots les plus importants de notre société. Moi, je retiens que commune en tahitien, on le dit Va Mataina. Ça veut dire que la population de la commune monte ensemble sur la pirogue, sur le Va, pour avancer ensemble. C'est cet objectif-là que la Comcom Terehe Amanu vise en soutenant le projet de cohésion sociale par le sport pour la paix dans les communes du sud de Tahiti. Le programme prévoit de développer la pratique du Va'a, mais aussi le tourisme sportif, dont le but de créer de l'emploi et des retombées économiques. En toile de fond, ce projet ambitieux doit aussi servir d'appui au Va'a pour prétendre aux épreuves des JO. C'est un processus qui est long et compliqué. Mais cela fait des années que l'on attend et la fédération elle n'a plus envie d'attendre et elle a raison, la fédération tahitienne. Donc on va commencer un programme de cohésion sur la communauté de communes pour justement montrer que le VA c'est une discipline de cohésion, mais surtout qui apporte la paix dans les quartiers, qui est une valeur importante de l'olympisme. Ensuite, c'est d'étendre la pratique du VA vers un continent que nous n'avons pas et qui est le 5e anneau, c'est-à-dire le continent africain. Mais le chemin vers le programme olympique est loin d'être simple. Pour y prétendre, il faut que la Fédération internationale de la discipline en question puisse compter sur l'affiliation d'au moins 80 pays. Or, aujourd'hui, le VA n'en compte que 32. Pas de quoi décourager le porteur du projet, qui voit d'autres portes d'entrée vers l'olympisme. Il faut mettre en place un programme de cohésion sociale par les sports, mais notamment le VA, si on veut en faire une discipline olympique, pour pouvoir ensuite présenter ça sur une plateforme internationale, et je pense notamment au Forum Peace and Sport de Monaco, qui se tient tous les ans. Ce serait intéressant de pouvoir présenter ce programme de cohésion sociale par le sport pour la paix à ce forum, et participer ensuite à des manifestations internationales. Nommée ambassadrice du sport pour la paix, c'est Hinatea Bernardino qui devrait se rendre à la 13e édition de ce forum qui place le sport au cœur des débats. On y va, c'est pour essayer de regrouper un peu plus de monde dans le VA et surtout toucher le continent de l'Afrique et du Maroc. C'est ce qui nous manque en fait au niveau des participants pour le VA. Du coup, si on arrive à toucher un peu toute la côte de l'Afrique, ben, ça nous fait plus de participants et pourquoi pas peut-être accéder aux JO plus tard. De son côté, la Fédération tahitienne de Va'a et la Comcom espèrent profiter des JO de surf à Te Ahupo pour mettre un coup de projecteur sur le Va'a. Nous avons acté avec le comité organisateur de Paris 2024 à Te Ahupo qu'il y aurait une cérémonie culturelle le 26 juillet. Et nous sommes en train de préparer avec notre directrice artistique, Haimoana Metua, et la fédération de VA, le contenu de cette cérémonie culturelle qui va présenter les pari-pari de la commune, qui va présenter la valeur
disons, mythologique de notre zone, mais aussi présenter un des sports phares de notre pays, le sport polynésien par excellence, qui est le VA. Le choix des communes du sud de l'île, berceau du Va'a, n'a d'ailleurs rien d'anodin. Et les paroisses de Poueux, Faoné, Travao étaient toutes réunies ce matin à l'église Sacré-Cœur de Travao pour célébrer ce dimanche de Pâques. Une église pleine, comme l'a remarqué le père Olivier Mondon. Nous vous annoncions vendredi que le père Atto avait été déchargé de ses fonctions par le pape François. Père Olivier a indiqué suivre les décisions du Saint-Père et ne porter aucun jugement. Il prie avec sa paroisse pour son frère. Une paroisse du Sacré-Cœur toujours divisée entre les partisans et les opposants du père Atto, mais les tensions se sont apaisées selon le père Olivier et la messe pascale a pu se dérouler sereinement. Et en bref, la route a encore tué hier soir 2 hommes sont morts en 2 roues dans la nuit dans des accidents distincts. Tous 2 ont perdu le contrôle de leur engin, sans qu'un autre véhicule soit impliqué. L'un à Punavia, l'autre à Moria. Il y a 10 morts sur les routes polynésiennes depuis le 1er janvier. Et le marché de Papeete cherche de nouveaux commerçants pour occuper 12 stands permanents qui se sont libérés. La commune espère attirer l'attention des pêcheurs et des agriculteurs, mais ils préfèrent vendre leurs produits seulement le dimanche. Pour quelles raisons? Esther Parocord était allée à la rencontre des professionnels de l'alimentation. La qualité des produits, la chaleur du contact avec les producteurs, l'ambiance, les inconditionnels du marché tiennent à ce rendez-vous dominical. Moi, je vais toujours chercher mon jus de canne et puis boire du poisson. Ils se lèvent à 4 h du matin pour venir ici au marché. Le plus important, c'est les commerçants. 5000 consommateurs en moyenne font leurs courses au marché de Papeete le dimanche. Une manne financière considérable pour les pêcheurs de la presqu'île. C'est ici où il y a de l'argent. Je préfère vendre moi-même. L'argent ira directement dans ma poche. Maintenir ce lien entre les consommateurs et ceux qui les nourrissent permet d'animer le marché municipal. 5 emplacements leur sont réservés. Les producteurs auront en majorité du temps toujours des produits à proposer à la vente, et fonction des intempéries bien entendu un peu moins, et puis en gamme de diversité de produits et en gamme de qualité. Le marché accueille en majorité des négociants, car vendre leurs produits de lundi à dimanche est difficile pour les pêcheurs et les agriculteurs. La plupart travaillent loin de la capitale. Si nous pêchons aujourd'hui, demain nous vendons, puis nous rentrons pêcher et revenir le lendemain. Ce n'est pas rentable pour nous. C'est fatigant, c'est trop loin. Non, je ne peux pas venir parce que j'ai un farabo de 22 hectares. 22 hectares, il faut dépouiller, il faut occuper tout ça, il y a du travail. 7 autres stands sont disponibles pour de l'artisanat, des fleuristes et des couronnes. Le prix varie entre 1375 francs et 6600 francs le mètre carré par mois. Les professionnels ont jusqu'au 15 avril pour présenter leur dossier à la direction du marché. Et attention, si vous êtes pêcheur au Gambier, Météo France a placé l'archipel en vigilance orange pour forte houle jusqu'à demain. La houle devrait rester forte jusqu'à mercredi. Le commissariat recommande de reporter les sorties en mer et de ne pas s'approcher des passes du récif et du littoral. Ce soir, TNTV vous invite à découvrir une histoire inspirante, celle de Pascal Fourmeau. Les chemins de la vie peuvent nous mener vers des horizons inattendus. Ancien pâtissier sur l'île Sacrée, Pascal a échangé ses spatules contre des outils de jardinage pour se consacrer à une nouvelle passion, l'agriculture et plus précisément la préservation des graines. C'est un reportage signé Roni Moufat. Connu pour ses douceurs sucrées, Pascal Fourmeau a troqué son tablier de pâtissier pour le plaisir de cultiver la terre. Son nouveau terrain de jeu, le sol fertile de son jardin. Ici, il cultive avec ferveur une variété d'épices, de fruits et de légumes, transformant son espace vert en un laboratoire de saveurs et de couleurs. Oui, alors j'ai toutes sortes de fruits. J'ai manguier, j'ai carambolier, j'ai goyavier,
j'ai des pommes étoiles, j'ai avocats. Tous les matins, je suis dans mon potager et je fais ça par plaisir. J'ai 47 variétés de tomates que je fais par passion. Hein. C'est pas des tomates qui produisent beaucoup, mais j'ai des tomates jaunes, des verts, des roses, des rouges, des noirs, des oranges. Et c'est sans compter les nombreuses variétés de piments. Donc comme on adore ça, nous, là j'ai mis 15 pieds, et là il y aura de quoi manger, quoi. Cette activité-là qui consiste à cultiver les aliments qu'on va manger, c'est la plus belle occupation qui soit. Hein. Quand sa récolte est trop importante, Pascal prend soin de trier, nettoyer et stocker méticuleusement les semences de légumes, de fleurs et d'herbes dans son réfrigérateur, contribuant ainsi à la préservation de la biodiversité et à la promotion de l'agriculture durable. Nadine, je te vois avec des graines. Tu vas te lancer dans le potager. Écoute, jusqu'à présent, j'ai toujours estimé que j'étais une mauvaise jardinière. Et j'espère qu'avec les conseils de Pascal, je vais mieux m'en sortir. Le surplus de graines est mis à disposition du public à la grainothèque de Rayatea, installée à la mairie de Pouhine. Un trésor agricole accessible et disponible gratuitement pour tout le monde. Un concept de partage que Pascal encourage, espérant susciter des initiatives semblables à la sienne. Singapour, la ville-jardin entre les buildings, des arbres, des plantes poussent par centaines pour lutter contre le réchauffement climatique au cœur de la mégapole. Habitants et touristes voient la vie en vert. Des dômes abritent des jardins botaniques et des parcs floraux. La verdure pousse sur les toits et habille même les façades des immeubles et des hôtels de luxe sur ce territoire où manque la surface agricole. Donc, comme dans nos îles, difficile de développer une agriculture en pleine terre. Là encore, Singapour innove avec des parcs agro-technologiques. Ces fermes développent des techniques de culture en hydroponie pour produire rapidement salades, choux et plantes aromatiques tout en économisant la ressource en eau. À Singapour, le reportage de notre envoyé spécial, Thomas Chabrol. À l'écart du centre-ville de Singapour, cette ferme est l'une des plus importantes de la mégapole. On y cultive sous serre du basilic, de l'origan, des salades et autres variétés de choux en utilisant un système hydroponique très bien conçu. Ici, pas de terre, pas de maladies, pas d'aléas météo. La ventilation permet de maintenir une température constante. Les semis sont arrosés en quantité suffisante et contrôlée. Tout est pensé pour que ces légumes verts poussent dans les meilleures conditions et rapidement. Les espaces agricoles ont été beaucoup réduits à Singapour et maintenant, il ne nous reste que moins d'1% de terres cultivables. Mais nous relevons les défis et nous trouvons des solutions pour nous nourrir. Ce guide était enseignant il y a quelques années. Il accueille désormais les visiteurs et les clients qui viennent se fournir en produits frais chaque week-end. La ferme sert également d'espace pédagogique pour les enfants, car c'est l'enjeu de Singapour, développer une agriculture urbaine et durable pour les générations à venir. La ressource en eau précieuse est stockée dans un réservoir. Elle est enrichie en divers minéraux. Il n'y a aucun gaspillage. Nous devons utiliser toutes les ressources disponibles pour que ça pousse. Parce que vous savez, à Singapour, nous n'avons pas assez d'eau. Donc nous récupérons l'eau de pluie pour faire pousser nos légumes et nos herbes. À Singapour, dans des sites similaires mais plus petits, les salades poussent sur des mécanismes verticaux. Les fermes de ce type ont pensé au moindre mètre carré qui peut être gagné grâce à des modules amovibles. L'objectif reste le même, assurer aux semis une exposition optimale à la lumière et qu'ils puisent des nutriments au contact de l'eau. Notre capacité de production approche 5 tonnes par jour. Oui, c'est bien, mais ce n'est pas encore assez. Toujours en quête de challenge, cette ferme agrologique expérimente des nouvelles techniques, notamment avec ses lumières. Elle espère produire des semis encore plus nutritifs. Et comme chaque dimanche, Aurélien Notéfo nous a rejoint en plateau pour l'essentiel de l'actualité sportive. Marathon, crossfit, sport de glisse, sport de combat et tennis de table, c'est tout de suite dans votre rubrique.
Et après le semi-marathon hier, le marathon de Montréal s'est disputé ce matin. Le Français Julien Navarro s'est imposé au terme des 42 km en 2h31 minutes. Et chez les femmes, c'est Aurélie Stilland qui monte sur la première marche avec un temps de 3h34 minutes. Tout de suite, le résumé avec Nicolas Pérez. Il lui aura fallu exactement 2h31 minutes et 31 secondes pour avaler les 42 km du marathon de Montréal. Accueilli par le célébrissime commentateur de sport Nelson Montfort, Julien Navarro, le vice-champion de France de la discipline, a dû gérer sa course par cette chaleur écrasante. La première partie s'est super bien passée. J'avais la sensation d'être facile parce que on est parti quand même tôt, donc il y avait encore de la fraîcheur. Mais par contre, à partir du 25e kilomètre, même si j'étais sur un rythme en dedans, j'étais obligé de ralentir parce que ça a commencé à faire cocotte minute au-dessus de la tête. Pour son dauphin, Damien Troquenet, vainqueur l'an passé, l'écart de niveau était trop grand. En temps pur, il y a une vraie différence de niveau en fait sur les RP. Julien, il est à 2h15 et moi je suis à 2h28. Et au 8e kilomètre, j'ai vu qu'il était en 3h25. Moi, c'est mon allure semi. J'ai préféré jouer la prudence, voilà. Plutôt que exploser en vol, j'ai préféré assurer le truc, sachant que Julien, voilà, c'est quand même le haut niveau. Ici, on fait du haut niveau, mais niveau régional, quoi. Lui, c'est au niveau français, donc voilà. Un chronomètre impressionnant, salué par l'organisateur de la course. Il a fait un marathon la semaine dernière, il faut le savoir, il finit deuxième français quand même, enfin deuxième au championnat de France. Donc il avait 42 km dans les jambes, la chaleur, il n'est pas habitué, le décalage horaire. Oui, 2h31 ici, je tire mon chapeau à Julien. Nelson Montfort, habitué des grands rendez-vous, salue l'esprit sportif, au-delà de la performance des deux athlètes. Le marathon est sans doute l'épreuve la plus forte de l'athlétisme, c'est la plus ancienne, c'est la plus antique, c'est 700 avant Jésus-Christ. Et je crois que depuis toute cette période, elle n'a jamais perdu un mot qui est peut-être l'un des plus beaux mots de langue française, c'est une solidarité. Solidarité entre coureurs. Bon, bien sûr, il y a des rivalités, mais ce sont des rivalités saines. Et là, j'ai ressenti beaucoup de ça, beaucoup de solidarité, beaucoup d'amitié pour tout dire. Chez les dames, Aurélie Stilland s'impose en 3h34 minutes et 41 secondes. Elle partage le podium avec Pauline Saïd et Valérie Conan. Et toutes nos félicitations à Esther Cuneo, notre rédactrice en chef adjointe, qui a donc remporté le semi-marathon hier, donc chez les Master 1 féminines. Allez, 3 journées de compétition intense au parc Veit-Ei. Les 3e Polynesian Battle Games ont regroupé natation, prône, haltérophilie ou gymnastique. Et les athlètes ont enchaîné Wewood. Tout au long du week-end, la course au titre de la tête le plus en forme du Fénois a tenu toutes ses promesses. Et les temps forts avec Désiré Teivao et Mereteato. C'est le premier Wood. C'était l'un des duels attendus de ces Polynesian Battle Games. Chez les dames, dans la catégorie reine des RX, Hinatea Montebello et Mélodie Andréani ont été au coude à coude tout au long du week-end. Sur ce WOD 100% gym, la marraine de la compétition réussit à prendre l'ascendant sur la tahitienne. Oui, on se tire la bourre sur chacun des WOD. On a chacune nos forces et nos faiblesses, donc on est là pour les exposer. Et puis voilà, le suspense va être à son comble jusqu'au bout. C'est une athlète qui vient de métropole, mais il y a d'autres filles qui ont faim, il y a d'autres filles qui ont envie d'être sur le podium, donc c'est sûr que je ne fais pas attention qu'à elle, je fais attention à toutes les filles de la catégorie RX. Chez les messieurs, la lutte est aussi intense. Le parrain Stefano Songa démontre sa polyvalence. Face à lui, les athlètes locaux comme Toriki Demont, Yves Tehau ou encore Teremu Tawatekina ne sont pas en reste. Les athlètes sont costauds, ils sont très forts. Souvent, ils manquent un peu de polyvalence, on va dire. Donc c'est pour ça que j'ai pu tirer mon épingle du jeu. Mais franchement, il y a de très beaux athlètes et en plus ils sont jeunes, donc il y a un gros potentiel à développer. Ça fait toujours du bien de pouvoir côtoyer des champions comme ça et de pouvoir aussi évaluer. Enfin, pour moi, c'est une évaluation par rapport à mon niveau. Ça me permet de jauger où ce que j'en suis. Au Polynesian Battle Games, les athlètes de plus de 40 ans sont aussi à l'honneur. Sophie, qui s'entraîne à Reatea, démontre que la discipline peut être pratiquée par tous et à n'importe quel âge. Le crossfit, ça s'adapte. Donc tu peux commencer même à un certain âge et les poids s'adaptent, les exercices s'adaptent et le coach il va toujours être là pour te guider là-dessus. On s'est tous motivés, on s'est tous entraînés comme des fous depuis plusieurs mois. Et voilà, là on vient se challenger avec les autres, quoi.
Cette année, la compétition a rassemblé plus de 280 athlètes, toutes catégories confondues. Devant un tel engouement, les organisateurs pensent à mettre en place des phases qualificatives pour les prochaines éditions. C'est sûr que ces choses-là sont à prendre en compte et compte tenu de l'engouement que ça suscite cette compétition, que le nombre d'athlètes qui veulent participer. Cette année, on n'a pas pu accueillir toutes les demandes de par la limitation en termes de matériel, etc., de staff, c'est compliqué. Donc à voir dans les années suivantes comment on va structurer la chose, quoi. Mais ouais, c'est une chose qu'on pourrait prendre en compte. Ouais. Les Polynesian Battle Games et le CrossFit ont encore de beaux jours à venir au Fénouan. 1, 2, 3, non! Et après 6 ans d'arrêt, une reprise difficile après la crise Covid, le Rotirari Festival a fait son grand retour hier au spot de Taru. Ce rendez-vous festif et sportif a rassemblé plus de 300 personnes. Au programme, du sport en mer et sur le sable avec plusieurs champions. Reportage. Tout au long du week-end, des compétitions de surf, de stand-up paddle, de beach soccer et une nouveauté, le beach wrestling. Ce festival multisport a vu le jour en 2010 sous la houlette de Teva Zaveroni. Cette année, les plus anciens adhérents ont voulu reprendre le flambeau en conservant le même esprit de cohésion. C'est la nouvelle équipe qui a pris le relais de Teva Zaveroni. Donc, nous sommes les derniers jeunes du club, on va dire ça comme ça, et on a voulu faire revivre le club comme ce que Teva avait déjà mis en place. On a l'honneur d'avoir Michel Bourrez et Jérémy Flores, avec bien sûr Vahine Fierro qui se sont inscrits sur cette édition du Rotirari Festival au surf. Et après, ils ont également participé au beach soccer, du coup c'est une bonne ambiance. La compétition de beach wrestling a attiré de nombreux adeptes des sports de combat, mais pas seulement. Chez les moins de 90 kg, Ludek Otsenasek a créé la surprise. Joueur de beach soccer, il a montré ses qualités de lutteur. En finale, il l'emporte face à Hemanu Houti. En fait, à la base, moi, je suis en STAPS. Et en STAPS, pendant notre cursus, on fait des cours de lutte au premier semestre. Et c'est grâce un peu à les techniques que j'ai apprises avec mes collègues de STAPS. On s'est donné à fond pour travailler ces techniques pendant nos cours. Et voilà, j'ai vu que là, ça a payé. Ça a bien payé d'ailleurs. Et je suis super fier de moi. Les surfeurs aussi étaient nombreux à s'y mettre, comme O'Neill Massin qui s'est hissé jusqu'en finale. Une belle surprise pour les représentants de lutte au Fénouan. Comme quoi, en fait, le beach wrestling, c'est ouvert à tous. C'est accessible à tous surtout. Et puis, tout le monde peut s'y mettre et puis tenter de remporter quelque chose. Il ne faut pas forcément venir d'un club de sport de combat. C'est vrai que ça te donne un avantage, mais sur le sable, ce n'est pas forcément le cas. Même si l'épreuve de foil n'a pu se tenir en raison de la météo, le pari est réussi pour la nouvelle équipe en charge du Rotirari Festival. Et en kayak, la section d'été Top Loisirs a organisé la Vahine Surf Ski ce week-end, une course en haute mer ouverte à tous les licenciés, mais qui met en avant la jante féminine. Et les organisateurs ont décidé d'offrir aux dames des gains plus élevés que ceux des hommes. Les détails dans ce reportage. Depuis quelques années, la Fédération polynésienne de kayak voit son vivier de jeunes talents prendre de l'ampleur. Et pour maintenir cet engouement, notamment chez les dames, les organisateurs mettent en jeu des primes plus importantes pour elles. C'est assez rare dans le monde du sport. Les dames sont souvent moins récompensées que leurs homologues masculins. C'est un peu une demande de ma part pour que les fédérations voient qu'il ne faut pas oublier les femmes. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes filles, des femmes qui sont venues faire cette course parce qu'on est en train de préparer les jeunes pour les Jeux Olympiques, pour les courses à l'étranger. C'est pour ça qu'on essaie de pousser et grâce à cette course de petite distance, 8 km, ça permet à nos jeunes filles de rivaliser avec, par exemple, les minimes, les cadettes et les juniors, de rivaliser en même temps avec eux. La course a attiré plus d'une cinquantaine de rameurs, dont 11 Vahiné. Certaines sont venues de Reatea et Huahine, à l'image de Nateahi Sommer, la représentante de l'île sacrée. Elle s'impose en 38 minutes et 36 secondes devant Ranitea Mamatui et Reiheva Marire. Je pense que c'est bien que le club ait mis en avant les femmes. Comme ça, sur l'eau, il y avait plus de femmes. Et pour cette course, personnellement, j'ai vu des nouvelles têtes et j'étais contente de voir qu'il y ait beaucoup de filles, beaucoup de jeunes. Au départ, on avait déjà de la glisse. Donc, ce qu'on a fait, c'est essayer de trouver les creux et de gérer, même si c'était une course de petite distance.
Les gagnantes ont remporté des chèques de 20 000 francs. Chez les hommes, Nouhouari Tuyo est sacré avec un chèque de 10 000 francs. Les pratiquantes de kayak espèrent que cette initiative se pérennisera et fera changer les mentalités pour favoriser le sport féminin. Direction Papeete maintenant dans la salle d'Excelsior. Elle a accueilli hier les championnats de Polynésie de taekwondo avec 225 combattants issus de 13 clubs. Et la compétition s'est déroulée sous l'œil expert de Philippe Piner, ancien entraîneur de l'équipe de France, aujourd'hui en charge du haut niveau au Mexique. Nous étions sur place. Jour de rentrée hier pour les taekwondoïstes du Fénouan. Pour cette première compétition de l'année, le président de la fédération polynésienne, Alfred Leikunsing, a invité Philippe Piner, une référence du coaching sur la scène internationale. Avec son expertise, la volonté de la fédération est de faire franchir un nouveau cap aux athlètes locaux. En ligne de mire, les Jeux du Pacifique de 2027. Donc il m'a demandé de venir voir un peu pour installer de l'intelligence compétitive, on va dire. Le tahitien a des bonnes qualités. Maintenant, il faut pouvoir construire des schémas de performance un peu plus élevés. C'est le moment de démarrer aussi le chemin de sélection pour les Jeux du Pacifique de 2027. Donc c'est très important cette journée. Et j'avais l'intention de faire venir Philippe pour essayer un peu de démarrer un peu le projet. Pour réussir ces Jeux au Fénouan dans un peu plus de 3 ans, il faudra miser sur de jeunes espoirs. Cristoline fait partie de cette nouvelle génération. Après 3 combats, la sociétaire du Tefana Taekwondo s'adjuge le titre en minime dans la catégorie des moins de 33 kilos. Le premier combat, c'était trop facile. Elle était petite. Après, le deuxième combat, c'était aussi facile. Elle était petite, je travaillais, c'est tout. Et la dernière, c'était un peu difficile parce qu'elle tapait aussi fort, en haut. Elle était un peu aussi fort aussi. Elle veut dire bien. Hinerava Pyokoe peut aussi prétendre aux Jeux du Pacifique en 2027. La combattante de Nahiti Taekwondo s'offre son premier titre en junior chez les moins de 52 kilos. Elle domine en finale Kamakea Tiapari. J'appréhendais un peu parce que c'était une adversaire, ça fait longtemps qu'on s'est battu ensemble. Puis je voyais qu'elle a beaucoup évolué. Du coup, je ne m'attendais pas à me battre contre elle, mais ça s'est bien passé. J'ai bien géré le combat. La nouvelle garde du taekwondo polynésien aura encore l'occasion de se tester le 27 avril à Aroué lors d'un tournoi organisé par le club Nahiti Taekwondo. Et cap sur EATA à la rencontre d'un pongiste qui aspire à devenir coach professionnel. Et pour y parvenir, il doit franchir plusieurs étapes. Ronnie Moufat l'a rencontré lors d'un événement qu'il a lui-même organisé. Reportage. Encore 5 minutes d'échauffement pour ceux qui viennent d'arriver. Après, on va commencer. Ari Pombrin, un nom qui commence déjà à résonner dans le monde du tennis de table en Polynésie. Après son expérience au Pôle Espoir de Polynésie, du haut de ses 18 ans, il aspire à présent à de nouveaux défis, devenir coach professionnel. Alors, je dirais, premièrement, développer le tennis de table dans les îles, dans la Polynésie, que ce soit les îles sous le vent ou même dans d'autres archipels, pourquoi pas. Et puis peut-être ensuite, plus tard, augmenter et passer à un diplôme supérieur pour devenir un coach, un entraîneur et pouvoir prendre, pourquoi pas, par exemple, la sélection de Polynésie. Mais avant, Ari doit valider plusieurs compétences pour décrocher son brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. L'organisation d'un événement sportif en fait partie, tout comme la réalisation d'une plateforme à distance pour le suivi de ses activités. C'est pourquoi j'ai créé un événement corpo à Reata, parce qu'il n'y en a pas ici, en tout cas dans le tennis de table, et mettre en place tout ce qui est juge arbitrage, les arbitres aussi, les fiches de jeu, donc oui, pour les points, les rencontres. En 2027, les Jeux du Pacifique auront lieu à Tahiti. Ari espère pouvoir apporter sa contribution et son soutien dans l'organisation des rencontres de tennis de table, une ambition qui témoigne de sa détermination et de son engagement pour le développement de la discipline au Fénouan. Ah oui, ça serait une grande fierté, puisque la sélection de Polynésie aspire à devenir justement les meilleurs et à battre tout le monde. Donc, ce serait une fierté de pouvoir encadrer ces joueurs. Voilà, nous arrivons au terme de notre édition. Au programme ce soir sur votre chaîne Au Royaume des Singes, un film de Mark Linfield appuie votre émission Zone Interdite. Demain, c'est Athéna Milcam qui prendra les commandes du journal. En vous souhaitant une excellente soirée et une très très belle semaine sur Tahiti Télévision. Et bien sûr, on se quitte avec les plus belles images de sport de cette fin de semaine en musique. Bonne soirée.
Angapure